Une femme se tenait immobile tandis que le tissu se déchirait et que des boutons s'éparpillaient sur le sol de marbre, son humiliation se voulant totale. Mais le papier tremblant dans sa main contenait une vérité qui allait transformer la honte en pouvoir en quelques secondes. Personne dans cette salle scintillante ne se doutait que la femme qu'ils voyaient s'effondrer contrôlait en réalité tout ce qu'ils étaient sur le point d'entendre. Le silence immaculé de la salle de conférence se brisa comme du cristal. Sa voix transperça les conversations, les rires, le doux tintement des coupes de champagne. Toutes les têtes se tournèrent. Chaque conversation s'éteignit. L'acoustique de la grande salle amplifia ces mots jusqu'à ce qu'ils semblent venir de partout à la fois. « Laissez tomber cette imposture », ordonna-t-il, son ton dégoulinant de mépris. « Vous voulez vous tenir parmi nous? Prouvez-le. Parlez en arabe, tout de suite, ou admettez que vous êtes une impostrice. » Avant qu'Amara ne puisse saisir ce qui se passait, sa main se déplaça avec une violence choquante. Des doigts se refermèrent sur les boutons délicats de son chemisier blanc taillé et tirèrent. Le son fut terrible, intime, définitif. Chaque bouton frappa le sol poli avec un ping distinct, s'éparpillant dans différentes directions comme sa dignité jetée au vent. Le tissu blanc s'ouvrit béant, exposant sa camisole en dessous, exposant sa vulnérabilité à des centaines de regards. Amara, une jeune femme noire qui avait passé des semaines à se préparer pour ce moment, resta paralysée. Les lustres fluorescents au-dessus semblèrent s'éclaircir, mettant en lumière son humiliation. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, chaque respiration une lutte contre le poids de ce qui venait de se produire. Elle sentait les regards comme une pression physique, des centaines d'entre eux pressant contre sa peau, sa poitrine, son visage, l'étouffant là où elle se tenait. L'homme qui avait déchiré ses vêtements portait un costume coûteux, le genre qui murmurait la vieille fortune et un pouvoir bien établi. Son visage se tordit en quelque chose de cruel, un sourire narquois qui témoignait d'une vie sans jamais être défiée, sans jamais se voir refuser quoi que ce soit, sans jamais affronter les conséquences. Il était convaincu d'avoir remis quelqu'un à sa place, de l'avoir réduite à rien de plus qu'une mise en garde pour quiconque oserait dépasser sa condition. Mais aucun d'entre eux, pas une seule personne dans cette salle remplie de diplomates, de fonctionnaires et de bureaucrates suffisants, ne remarqua ce qu'Amara serrait dans ses mains tremblantes. Les papiers pressés contre sa paume étaient maintenant humides de sueur, les bords plissés, mais le sceau officiel estampé en or restait visible pour quiconque prenait la peine de regarder. Personne ne regardait. Ils étaient tous trop occupés à la regarder souffrir. Les murmures commencèrent comme le vent dans l'herbe sèche, doux au début, puis s'amplifiant. Le visage d'Amara brûlait d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Elle sentait chaque murmure comme s'il était gravé dans sa peau. Autour d'elle, la foule devint une entité vivante, se déplaçant, jugeant, condamnant. Certaines personnes tournèrent délibérément le dos, comme si son humiliation pouvait d'une manière ou d'une autre les contaminer par la proximité, comme si la honte était contagieuse, comme si, en étant témoin de ce qui lui était fait, il pouvait d'une manière ou d'une autre devenir complice à moins de détourner le regard. D'autres la fixaient ouvertement, leurs yeux brillants d'une terrible curiosité. Ils la regardaient comme on regarde un accident, incapables de détourner le regard d'une souffrance qui n'était pas la leur à supporter. Leurs expressions allaient de la pitié au dégoût à quelque chose de pire encore, la satisfaction. Ils attendaient qu'elle s'effondre, qu'elle pleure, qu'elle s'enfuit de la pièce, son chemisier déchiré serré contre elle. Ils attendaient l'effondrement inévitable. Les mains d'Amara bougèrent automatiquement, essayant de rassembler le tissu abîmé, essayant de se couvrir, essayant de retrouver un semblant de dignité au milieu des débris. Mais les boutons étaient maintenant éparpillés sur le sol, irrécupérables, et le chemisier restait béant, peu importe à quel point elle le tenait serré.
L'exposition n'était pas seulement physique, elle était psychologique, spirituelle. Elle se tenait là, se sentant plus nue que si elle avait été réellement dévêtue, car ce n'était pas son choix. C'était une violation déguisée en vérification. Une femme se tenant à proximité, ruisselante de perles et de privilèges, se pencha vers sa compagne. Sa voix se voulait discrète, mais dans le silence effroyable de la salle, elle porta. « Elle n'a même pas sa place dans ce bâtiment, » dit la femme, son ton lourd de dédain. « Je ne sais pas qui a jugé bon de laisser quelqu'un comme elle entrer dans un sommet de ce calibre. » Ces mots atterrirent comme des coups, plus durs que l'agression physique du tissu déchiré. Ils coupaient plus profondément parce qu'ils parlèrent de quelque chose au-delà de ce moment, au-delà de cette humiliation. Ils parlaient d'un système de croyances, d'une vision du monde qui considérait Amara comme fondamentalement inférieure, fondamentalement erronée, fondamentalement déplacée, peu importe ce qu'elle portait, comment elle parlait ou quelles étaient ses qualifications. Amara essaya de contrôler sa respiration, essaya de trouver un centre de calme dans la tempête de honte qui tourbillonnait autour d'elle. Mais le silence n'était pas paisible. Il était prédateur, affamé, attendant de dévorer le moindre signe de faiblesse. Les lumières des lustres se brouillèrent, alors que des larmes se formaient dans ses yeux, non invités et indésirables. Elle cligna des yeux avec force, refusant de les laisser tomber, refusant de donner cette satisfaction à ses gens. Dans un plateau en argent poli sur une table voisine, elle aperçut son reflet. L'image la choqua. Ses cheveux, si soigneusement coiffés ce matin-là, était ébouriffé. Son chemisier pendait ouvert malgré ses tentatives de le maintenir fermé. Son visage montrait tout ce qu'elle essayait de cacher, la peur, la honte, le poids écrasant de l'isolement. Elle avait exactement l'air qu'il voulait qu'elle ait, brisée, diminuée, vaincue. L'homme fit un pas de plus, envahissant le peu d'espace personnel qu'il lui restait. Son eau de Cologne était coûteuse et écrasante. Sa présence était une menace et une promesse. « Traduisez pour nous !» exigea-t-il, sa voix portant la certitude absolue de quelqu'un à qui rien n'avait jamais été refusé. « Faites-le maintenant, ou admettez ce que tout le monde ici sait déjà, que vous ne valez rien, que vous êtes une impostrice, que vous n'avez rien à faire ici. » Dans ce moment cristallisé, Amara ressentit le poids écrasant de l'isolement total. Elle était seule dans une pièce bondée de monde. Pas une seule voix ne s'éleva pour la défendre. Pas une seule personne ne s'avança pour intervenir. Pas une seule main ne s'étendit pour l'aider à ramasser ses boutons, pour offrir une veste afin de couvrir son chemisier exposé, pour simplement reconnaître que ce qui se passait était mal. Au lieu de cela, il n'y avait que des yeux. Qui regardait, qui jugeait, qui évaluait, qui calculait si elle valait vraiment la peine d'être défendue, si la prendre en charge leur coûterait trop cher socialement, professionnellement ou politiquement. Et dans leur silence, dans leur neutralité calculée, ils avaient déjà fait leur choix. Elle était sacrifiable. Elle était un dommage collatéral acceptable dans n'importe quel jeu de pouvoir qui se jouait. Les doigts d'Amara se resserrèrent autour des papiers qu'elle tenait, ses phalanges blanchissant sous la pression. C'était un minuscule acte de défi, peut-être le seul qu'il lui restait. Sa voix, lorsqu'elle essaya de parler, ne fut guère plus qu'un murmure, déjà vaincu. Que ferait-il si cela leur arrivait? Resterait-il là à subir? Ou aurait-il le luxe de savoir que quelqu'un les défendrait? Le rire de l'homme résonna dans la salle comme un coup de feu. C'était un son de pur triomphe, de victoire inattaquable. « Vous voyez ?» annonça-t-il à la salle, se tournant légèrement pour inclure le public dans sa performance. « Elle ne peut même pas former de mots à moins que nous ne lui en donnions la permission. Elle ne peut pas parler à moins que nous ne lui ordonnions de parler. Voilà ce qui arrive quand des gens sont autorisés à entrer dans des espaces qu'ils n'ont pas mérités. » Ces mots n'étaient pas seulement des insultes, c'étaient des menottes, des chaînes, des barreaux de fer construisant une cage autour de son identité et de son humanité. Il ne l'attaquait pas seulement, il fournissait un cadre pour la façon dont tous les autres dans la pièce devaient la voir.
Il définissait la réalité et dans sa version, elle était moins qu'humaine. Quelques personnes dans la foule gloussèrent nerveusement, un son qui fit se tordre l'estomac d'Amara. Ils étaient désireux de s'aligner avec le pouvoir, d'être du côté des vainqueurs, de s'assurer que tout le monde sache qu'ils étaient d'accord avec l'homme qui était clairement en contrôle. Leur rire était une permission, un encouragement, du carburant pour le feu qui consumait sa dignité. Les genoux d'Amara tremblèrent. Pendant un terrible battement de cœur, elle pensa qu'elle pourrait réellement s'effondrer là, sur le sol de marbre, s'affaissant comme les boutons jetés éparpillés autour de ses pieds. Le poids de leur jugement collectif était trop lourd, la pression trop intense, l'humiliation trop totale. « Dites-le », insista l'homme, sa voix plus forte maintenant, emplissant toute la salle. « En arabe, tout de suite. Montrez à chaque personne ici que vous n'êtes pas une impostrice complète. Prouvez que vous avez le moindre droit d'être debout dans ce bâtiment. » Il transformait son humanité en divertissement, sa dignité en numéro de cirque. Il exigeait qu'elle prouve sa valeur, justifie son existence même à un public qui avait déjà décidé qu'elle n'en avait aucune. L'exigence elle-même était conçue pour être impossible car, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, ce ne serait jamais suffisant. Le jeu était truqué dès le départ. Les doigts d'Amara, toujours serrés autour de ses papiers, commencèrent à se détendre légèrement. Son pouce effleura un coin du document, sentant la texture en relief d'un sceau estampé. L'insigne officiel du secrétariat de la conférence internationale, le genre de marque qui apparaissait sur un seul type de document, le genre que seul un groupe très spécifique et très restreint de personnes serait jamais autorisé à porter. Alors qu'elle relevait le menton, quelque chose changea dans sa posture. Le tremblement de ses genoux cessa. Sa voix, quand elle vint, était fêlée et rauque, mais elle porta à travers la pièce. « Comprenez-vous seulement ce que vous me demandez ?» L'homme ricana, sa confiance inébranlable. « Je vous demande de prouver que vous n'êtes pas une impostrice. Je vous demande de démontrer que vous avez un droit légitime de vous tenir dans cette salle. Est-ce vraiment si difficile à comprendre ?» C'est alors qu'Amara déplia le dossier, lentement, délibérément. Elle le tendit de sorte que la lumière des lustres capta le sceau estampé en or, le faisant scintiller. L'entête officielle du secrétariat de la conférence devint visible, indubitable pour quiconque savait quoi chercher. Des halètements parcoururent la foule comme des pierres jetées dans une eau calme. La compréhension se répandit de personne en personne, les visages changeant à mesure que la réalisation frappait. Elle n'était pas une invitée. Elle n'était pas une participante espérant nouer des contacts. Elle n'était pas une personne quelconque qui s'était égarée dans un espace au-dessus de sa condition. Elle était la traductrice officielle de la conférence, celle engagée par le secrétariat lui-même, celle personnellement contrôlée et approuvée pour gérer chaque mot prononcé depuis la scène principale, celle qui contrôlait tout le cadre linguistique du sommet. Sans elle, les délégués de 14 pays différents ne se comprendraient pas. Sans elle, toute la conférence de plusieurs millions de dollars s'effondrerait dans le chaos. L'homme recula en titubant, comme si les papiers lui avaient porté un coup physique, plus dur et plus dévastateur que n'importe quel coup de poing. Son visage se vida de ses couleurs. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans un son. « Vous êtes la traductrice ?» Les mots sortirent étranglés, incrédules, horrifiés. Amara s'avança et malgré son chemisier déchiré, malgré les boutons éparpillés sur le sol, malgré les larmes qui avaient brouillé sa vision quelques instants auparavant, elle n'avait jamais semblé aussi puissante. « Je ne suis pas ici pour vous divertir, » dit-elle, sa voix désormais stable, tranchante comme une lame. « Je ne suis pas ici pour vous prouver quoi que ce soit. Je suis ici parce que sans moi, pas un seul d'entre vous ne comprendrait un mot prononcé sur cette scène ce soir. » La foule se déplaça, les corps se tournant, les yeux s'écarquillant, alors que tout le poids de la vérité s'abattait sur eux comme une lourde couverture. Les mêmes bouches qui l'avaient moqué, qui avaient ri de son humiliation, qui avaient murmuré son indignité,
restait maintenant ouverte dans un silence stupéfait et mortifié. Amara laissa des mots arabes couler de sa bouche, doux et impeccables, le dialecte formel classique utilisé dans les milieux diplomatiques. Elle parla avec la précision de quelqu'un qui avait maîtrisé la langue non seulement en conversation, mais aussi académiquement, professionnellement, au plus haut niveau. Sa prononciation était parfaite, sa grammaire impeccable, sa maîtrise des idiomes et des nuances absolues. Puis, revenant à l'anglais sans pause, elle porta son coup final. « Vous vouliez que je prouve ma valeur. Vous vouliez que je démontre que j'ai ma place ici. Considérez que c'est fait. Et maintenant, permettez-moi de préciser autre chose. Chaque mot prononcé depuis cette scène ce soir passe par moi. Chaque déclaration, chaque négociation, chaque phrase diplomatique soigneusement élaborée dépend entièrement de mon interprétation. Alors peut-être auriez-vous dû y réfléchir à 2 fois avant de décider que je ne valais rien. » Le sourire narquois de l'homme avait complètement disparu, remplacé par une humiliation qui pesait visiblement sur lui, courbant ses épaules, vidant l'arrogance de sa posture. Il avait essayé de la réduire à rien, et au lieu de cela, il avait exposé sa propre ignorance, sa propre cruauté, sa propre incompréhension fondamentale du pouvoir et de la valeur. Mais Amara n'avait pas fini. Elle se tourna pour s'adresser à la salle, parlant à chaque personne qui l'avait regardé souffrir sans intervenir. J'ai interprété pour des présidents et des premiers ministres. J'ai traduit des négociations de paix et des accords commerciaux. J'ai passé 15 ans à maîtriser 7 langues jusqu'à une parfaite fluidité professionnelle. Mes qualifications ont été examinées par un comité de 12 diplomates de haut rang avant que je ne sois approuvé pour ce poste. Et ce soir, vous dépendrez tous de mes compétences, de ma précision, de mon professionnalisme. Les mêmes compétences pour lesquelles on a tenté de m'humilier sous vos yeux. Le silence qui suivit était différent d'avant. Ce n'était pas le silence prédateur de gens attendant que quelqu'un s'effondre. C'était le silence inconfortable de la honte, de gens forcés de confronter leur propre complicité, leur propre lâcheté, leur propre volonté de regarder l'injustice sans agir. Amara se pencha et ramassa l'un des boutons éparpillés, le tenant dans sa paume. « Ceci, dit-elle doucement, est ce que vous pensiez qui me briserait. Un chemisier déchiré, une humiliation publique, la supposition que je n'ai pas ma place ici. » Elle referma ses doigts autour du bouton. Mais la dignité n'est pas quelque chose que l'on peut arracher à quelqu'un. C'est quelque chose qu'ils portent en eux, et la mienne est toujours intacte. Elle se tourna et marcha vers la salle de conférence, son chemisier déchiré oublié, la tête haute, ses papiers fermement serrés dans sa main. Derrière elle, la foule resta figée, le poids de ce qu'ils avaient vu et n'avait pas empêché s'abattant sur eux comme des cendres.